où l'un des monuments les plus célèbres de Paris, il y a de l'eau, des morts, et une histoire que l'on préfère raconter comme une légende. Bienvenue à l'Opéra Garnier. Avant d'être un monument, l'Opéra Garnier est une présence que l'on sent avant même de la comprendre. Posé au cœur de Paris, il ne cherche pas à séduire, il s'impose. Même en plein jour, il conserve quelque chose de trop grand, de trop chargé, comme s'il était conscient du regard que l'on pose sur lui et de l'effet qu'il produit. Ses façades débordent de statues, de masques, de visages figés dans la pierre, et tout dans cette accumulation donne l'étrange impression que le bâtiment ne se contente pas d'être observé, mais qu'il observe à son tour. Dès que l'on franchit ses portes, la rupture est nette. Le bruit de la ville disparaît presque instantanément. Les pas ralentissent, les voix baissent, sans que personne n'ait besoin de le demander. Le lieu impose une attitude, un comportement, une retenue presque instinctive. Le grand escalier ne sert pas seulement à monter ou descendre. Il est là pour être traversé, pour être vu, pour rappeler à chacun qu'ici, tout est représentation. Depuis son inauguration, l'Opéra Garnier agit comme un théâtre permanent où le public lui-même devient partie intégrante du décor. Mais derrière cette maîtrise apparente, quelque chose résiste. Plus un lieu est contrôlé, plus il accumule de tension, et plus il accumule de tension, plus il garde en mémoire ce que l'on préfère oublier. Dès les premiers temps de sa construction, l'opéra intrigue. On parle de son coût colossal, de son chantier interminable, de la difficulté à dompter un sol instable, saturé d'eau, qui refuse obstinément de se plier au plan des ingénieurs. On murmure que le bâtiment a été forcé à s'élever là où il n'aurait jamais dû. Ces paroles ne sont pas encore des légendes, seulement des inquiétudes, mais elles s'installent, lentement, dans l'imaginaire collectif. L'Opéra Garnier naît dans un siècle obsédé par le progrès, la maîtrise et la domination de la matière. Un siècle convaincu que tout peut être expliqué, contrôlé et ordonné. Ce bâtiment en devient l'un des symboles les plus éclatants. Et comme souvent, lorsque la volonté humaine pousse trop loin, elle engendre son contraire. Un lieu aussi chargé ne reste jamais neutre. Il absorbe les intentions, conserve les silences et finit par transformer les tensions en récits. Ce que l'on appellera plus tard le fantôme n'est pas encore là, pas vraiment. Mais tout est déjà en place. Les fondations, la structure et surtout la volonté. Car avec le mythe, il y a l'édifice. Avant la peur, il y a le projet. Et pour comprendre ce que l'Opéra Garnier est devenu, il faut revenir à ce moment précis où Paris a décidé de construire un palais exactement là où le sol refusait depuis toujours de se taire. Lorsque l'idée d'un nouvel opéra naît à Paris, il ne s'agit pas simplement de remplacer un bâtiment devenu trop étroit. Il s'agit d'affirmer une époque, de montrer que la capitale peut se réinventer, se transformer, s'élever au-dessus de son passé sans jamais le regarder en arrière. Nous sommes au milieu du 19e siècle.
Paris est en chantier. Le baron Haussmann redessine la ville à grands coups de boulevards, de démolitions et de perspectives monumentales. Les ruelles disparaissent, les quartiers sont éventrés, et l'on promet à la ville un avenir plus lumineux, plus propre, plus rationnel. Dans ce contexte, l'opéra doit devenir un symbole, un cœur culturel, un palais dédié à l'art, au pouvoir et à la représentation. Mais choisir un emplacement pour un tel édifice n'a rien d'anodin. Le terrain retenu, situé dans un quartier encore instable et loin d'être idéal. Le sol y est meuble, saturé d'eau, traversé par des nappes souterraines capricieuses. Les ingénieurs le savent. Les ouvriers le découvriront rapidement. Et pourtant, le projet avance. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de bâtir, il s'agit d'imposer. Un concours est lancé en 1861 pour désigner l'architecte du futur opéra. Des dizaines de candidats se présentent, tous convaincus de proposer la version la plus grandiose, la plus moderne et la plus adaptée à l'ambition impériale. C'est un homme encore peu connu qui l'emporte, Charles Garnier. Son projet est audacieux, théâtral, excessif même. Il ne cherche pas la sobriété. Il embrase la monumentalité, le mélange des styles, la profusion décorative. Son opéra sera un spectacle avant même que la musique ne commence. Dès les premiers coups de pioche, le chantier révèle ses difficultés. L'eau envahit les excavations. Les fondations doivent être pensées, renforcées, adaptées à un sol qui refuse obstinément de coopérer. On pompe, on consolide et on recommence. Le chantier prend du retard, les coûts explosent et les critiques se multiplient. Mais rien n'arrête le projet. Parce que reculer serait reconnaître une erreur. Et dans le Paris du Second Empire, on ne recule pas. Le futur opéra Garnier devient alors un combat silencieux entre la volonté humaine et la réalité du terrain. Chaque avancée est arrachée. Chaque mur repose sur des compromis invisibles. Chaque solution cache un problème plus profond. Le bâtiment ne s'élève pas naturellement. Il est contraint de le faire. En surface, Paris voit s'élever un palais de pierre, promesse de grandeur et de modernité. En dessous, on lutte contre un sol ancien, gorgé d'eau, qui rappelle sans cesse que la ville repose sur des strates bien plus anciennes que les ambitions du moment. Le chantier de l'Opéra Garnier devient ainsi le reflet parfait de son époque, une démonstration de force, de technique et de volonté, construite sur la fragilité que l'on préfère ignorer. Lorsque les murs commencent enfin à émerger, lorsque les premières formes du bâtiment deviennent visibles, l'enthousiasme reprend le dessus. On parle déjà de chef-d'œuvre. On salue l'audace de Garnier. On oublie presque les difficultés. Presque. Car ce que l'on enfouit sous des tonnes de pierre ne disparaît jamais vraiment. Cela attend. Cela s'accumule. Cela se transforme. En érigeant ce palais, Paris ne construit pas seulement un opéra. Il enferme sous des fondations une part de désordre, de résistance et de tensions non résolues. Et ces tensions, tôt ou tard, cherchent toujours une voie. Pour comprendre l'opéra Garnier, il faut s'arrêter un instant sur l'homme qui l'a imaginé. Non pas le monument figé que l'histoire a retenu, mais l'individu, avec ses ambitions, ses doutes et sa volonté presque fébrile de laisser une trace. Charles Garnier n'est pas une figure écrasante de son temps. Lorsqu'il remporte le concours en 1861, il n'est ni célèbre, ni particulièrement influent. Il est jeune, discret et presque anonyme face aux grands noms de l'architecture parisienne. Son projet, pourtant, ne passe pas inaperçu. On raconte que l'impératrice Eugénie, découvrant les plans, lui demande dans quel style il a conçu cet opéra. Garnier aurait répondu, avec un calme désarmant, qu'il s'agissait du style Napoléon III. Une réponse à la fois ironique et lucide, qui résume parfaitement son approche,
créer quelque chose d'inclassable, taillé pour une époque qui veut briller. Garnier n'est pas un mystique. Il n'est pas un homme de l'ombre ou des symboles occultes. C'est un architecte rationnel, formé à l'école des beaux-arts, profondément attaché à l'idée que l'architecture doit parler, impressionner et organiser les corps dans l'espace. Mais c'est justement là que réside le paradoxe. Car en voulant tout maîtriser, Garnier va concevoir un bâtiment qui dépasse son créateur. L'opéra est pensé comme une machine parfaite. Chaque circulation est étudiée, chaque espace hiérarchisé. Les artistes, les machinistes, le public, les invités de marque, chacun a son parcours, ses accès, ses zones invisibles. Rien ne doit se croiser par hasard. Garnier dessine un monde clos, autonome, presque autosuffisant. Un lieu où l'ordre règne, du moins en apparence. Mais à mesure que le chantier avance, l'architecte est confronté à une réalité qu'aucun plan ne peut totalement prévoir. Le sol résiste. L'eau impose ses règles. Les contraintes techniques s'accumulent et forcent des compromis constants. Garnier doit s'adapter, modifier, contourner, et chaque adaptation ajoute une couche de complexité. Il ne construit plus seulement un opéra, il négocie avec un lieu. Les années passent, le chantier s'éternise, le régime politique change, l'Empire s'effondre, la Troisième République s'installe, et Garnier reste, fidèle à son œuvre, prisonnier d'un projet qui le dépasse désormais. Lorsque l'opéra est enfin inauguré en 1875, Charles Garnier est toujours là. Il n'est plus l'homme triomphant que l'on pourrait imaginer. Son nom est associé au bâtiment, certes, mais l'édifice appartient déjà à la ville, à l'histoire, au regard des autres. Le public admire, la critique applaudit, le monument est salué comme un chef-d'œuvre. Et pourtant, Garnier ne construira jamais rien d'aussi important. L'opéra devient son sommet et son enfermement. Il passera le reste de sa vie dans l'ombre de cette création gigantesque, comme si le bâtiment avait absorbé toute l'énergie, toute l'ambition, toute la démesure qu'il contenait. Car certains lieux ne se contentent pas d'exister. Ils prennent du temps, ils prennent des vies, ils prennent parfois même ceux qui l'ont fait naître. Charles Garnier aura voulu créer un palais éternel, et il y est parvenu. Mais à ce prix-là, l'œuvre finit toujours par appartenir davantage au lieu qu'à l'homme. Et lorsque l'architecte s'efface, le bâtiment, lui, continue, silencieux, immobile, déjà prêt à accueillir autre chose que de la musique. Sous l'opéra Garnier, il y a quelque chose que l'on ne montre pas, quelque chose que l'on évoque à demi-mot, souvent avec un sourire gêné, comme si le simple fait d'en parler risquait de fissurer l'image parfaitement maîtrisée du monument. Car avant les dorures, avant le marbre, avant les plafonds peints, il y a le sol. Et ce sol n'a jamais été docile. Le quartier sur lequel l'opéra est construit repose sur un terrain instable, ancien, marqué par la présence constante de l'eau. Bien avant les travaux, des nappes souterraines circulent déjà sous Paris, silencieuses, invisibles, mais bien réelles. Lorsque les ouvriers commencent à creuser, l'eau surgit presque immédiatement. Elle envahit les excavations, ralentit le chantier, menace les fondations. On ne parle pas d'une infiltration ponctuelle, mais d'une présence permanente, insistante. Il faut alors trouver une solution. Pomper sans cesse est impossible. Assécher totalement le sol est illusoire. La décision est prise de composer avec l'eau plutôt que de la combattre. C'est ainsi qu'est conçu ce que l'on appellera plus tard, à tort ou à raison, le lac de l'opéra Garnier. En réalité, il ne s'agit pas d'un lac au sens romantique du terme, mais d'un vaste réservoir d'eau enfermé sous le bâtiment, destiné à stabiliser les fondations
et à contenir la pression exercée par les nappes souterraines. Une solution technique, rationnelle, efficace, du moins sur le papier. Ce réservoir devient un espace clos, sombre, inaccessible au public, un lieu de maintenance, visité uniquement par quelques techniciens, quelques pompiers, quelques rares initiés. Mais dans l'imaginaire collectif, l'idée fait son chemin. Un bâtiment prestigieux reposant sur une étendue d'eau noire. Un palais de lumière bâti au-dessus d'un monde englouti. Il n'en faut pas plus pour nourrir les fantasmes. Très vite, des récits apparaissent. On parle de barques, de reflets étranges, de bruits inhabituels. La réalité technique se mélange à la rumeur, puis à la légende. Et comme souvent, plus un lieu est caché, plus il attire les projections. L'eau a toujours eu cette capacité particulière à absorber les histoires. Elle conserve, elle déforme, elle amplifie. Sous l'opéra, elle devient un symbole puissant, celui de ce que l'on enfouit pour mieux construire au-dessus. Mais au-delà du mythe, une chose est certaine, le bâtiment repose sur un compromis permanent, un équilibre fragile entre la pierre et l'eau. Chaque vibration, chaque mouvement, chaque modification du lieu rappelle que les fondations ne sont pas entièrement maîtrisées. Elles tiennent, certes, mais elles exigent une vigilance constante. Ce n'est pas un hasard si dès la fin du XIXe siècle, des incidents techniques surviennent régulièrement. Inondations partielles, problèmes de stabilité, interventions d'urgence. Rien de spectaculaire, mais suffisamment fréquent pour maintenir une forme d'inquiétude diffuse. L'Opéra Garnier n'est pas posé sur un sol neutre, il flotte presque. Et cette idée, qu'elle soit exagérée ou non, marque durablement les esprits. Car dans l'inconscient collectif, un lieu bâti sur l'eau n'est jamais totalement anodin. Il évoque le provisoire, l'instable, le monde intermédiaire entre ce qui tient et ce qui cède. Sous les pas des spectateurs, sous les applaudissements, sous la musique, quelque chose demeure immobile, sombre, silencieux. Un espace que l'on ne traverse pas, que l'on ne visite pas et que l'on préfère oublier. Mais l'eau, elle, n'oublie rien. Elle est là, patiente depuis le premier jour, et soutient le bâtiment autant qu'elle le menace. Et c'est dans cette coexistence étrange, entre maîtrise technique et inquiétude sourde, que le décor est définitivement planté. Car lorsqu'un lieu prestigieux accepte de reposer sur une obscurité permanente, il ouvre la porte à autre chose, à une présence, à une interprétation, à un récit qui n'attend plus qu'une voix pour prendre forme. Pour que la magie opère sur scène, il faut accepter qu'une grande partie du lieu demeure cachée. L'Opéra Garnier, comme tous les grands théâtres du XIXe siècle, repose sur une séparation stricte entre ce qui est montré et ce qui ne doit jamais l'être. Au-dessus, le décor, la musique, la lumière. En dessous, un enchevêtrement de couloirs, de trappes, de galeries et de mécanismes conçus pour rester invisibles. Ce monde souterrain est vaste, bien plus vaste que ce que le spectateur imagine. Les dessous de scène s'étendent sur plusieurs niveaux, reliés par des escaliers étroits, des passerelles métalliques et des espaces techniques où l'on circule dans une pénombre constante. Ici, rien n'est décoratif, tout est fonctionnel. Dès sa conception, Charles Garnier pense l'opéra comme une machine capable de transformer un plateau nu en un palais, une forêt ou un enfer en quelques minutes. Les décors montent, descendent, disparaissent. Les trappes s'ouvrent, les contrepoids grincent. Tout obéit à une chorégraphie précise. Mais cette précision a un prix. La machinerie exige des hommes, des machinistes, des techniciens, des travailleurs de l'ombre. Ils évoluent dans un environnement bruyant, dangereux, souvent humide. Les accidents ne sont pas rares.
Chutes, écrasements, blessures. Rien d'exceptionnel pour l'époque, mais suffisamment fréquent pour laisser des traces. Dans ces espaces confinés, les bruits prennent une autre dimension. Les craquements se répercutent, les voix se déforment, les pas résonnent étrangement. Ce qui est parfaitement explicable devient dans l'obscurité source de malaise. Peu à peu, une atmosphère particulière s'installe. Les machinistes parlent de courants d'air imprévus, de silhouettes aperçues au détour d'un couloir, de bruits qui ne correspondent à aucun mécanisme connu. Rien de suffisamment précis pour alerter la direction, mais assez troublant pour nourrir les discussions. Le monde invisible de l'opéra devient un territoire à part, presque autonome, où le temps semble fonctionner différemment. C'est là que se croisent toutes les couches du bâtiment. La pierre ancienne, l'eau souterraine, la mécanique moderne. Un lieu de transition, ni totalement rationnel, ni complètement imaginaire. Le public, lui, n'en aperçoit qu'une infime partie. Un rideau qui se lève, un décor qui change, un bruit sourd à peine audible. Mais pour ceux qui travaillent en coulisses, l'opéra n'est jamais totalement silencieux. Même la nuit, le bâtiment vit. Les matériaux se dilatent, l'eau circule, les structures travaillent. Dans ces conditions, la frontière entre ce qui est réel et ce qui est ressenti devient floue. La fatigue, l'obscurité et la répétition transforment la perception. Et c'est souvent ainsi que naissent les récits. Car un lieu aussi complexe, aussi vaste, aussi cloisonné, finit toujours par produire des zones d'ombre. Des espaces que l'on traverse sans vraiment les connaître, et qui deviennent le terreau idéal pour l'imagination. L'Opéra Garnier n'est pas seulement un lieu de spectacle, c'est un labyrinthe où certains passages sont connus, balisés, maîtrisés, et où d'autres restent volontairement ignorés. Dans ces couloirs, dans ces dessous de scène, l'idée qu'une présence puisse circuler librement n'a rien d'extraordinaire. Elle devient même presque logique. Car lorsque tout est pensé pour que l'illusion soit parfaite en surface, quelque chose finit toujours par se déplacer dans l'ombre. Et dans l'Opéra Garnier, cette ombre a trouvé un terrain idéal. Un lieu comme l'Opéra Garnier ne se construit pas sans conséquence. Derrière la beauté des dorures et l'éclat des représentations, il y a toujours une autre histoire, plus discrète, faite de risques, d'erreurs et parfois de drames. Au XIXe siècle, la sécurité sur les chantiers est rudimentaire. Les ouvriers travaillent de longues heures, souvent dans des conditions précaires, entourés de machines lourdes, de structures instables et d'un sol capricieux. Les accidents font donc partie du quotidien. L'opéra n'échappe pas à cette réalité. Des chutes, des blessures graves, des morts parfois. Ces événements ne font pas la une des journaux. Ils sont rarement détaillés. Ils sont absorbés par le rythme du chantier, puis par celle de l'institution. On répare, on remplace, on continue. Le monument avance coûte que coûte. Une fois l'opéra en activité, les dangers ne disparaissent pas. Ils changent simplement de forme. Les machinistes travaillent sous des charges lourdes. Les décors se déplacent rapidement. Les trappes s'ouvrent sans marge d'erreur. Une seconde d'inattention peut suffire. L'un des événements les plus marquants survient en 1896. Lors d'une représentation, un contrepoids d'un grand lustre se détache et chute sur la salle. Le choc est violent. Une spectatrice perd la vie. L'incident marque profondément les esprits. Officiellement, il s'agit d'un accident technique, une défaillance matérielle, rien de plus. Mais dans un lieu déjà chargé de rumeurs, l'événement prend une autre dimension. L'idée qu'un élément aussi massif puisse tomber du plafond, au cœur même de la salle, nourrit l'impression que l'opéra peut se retourner contre ceux qui l'occupent. Que la mécanique, si parfaitement orchestrée, peut soudainement se dérégler. À partir de là, chaque incident, même mineur, est observé différemment. Un bruit inhabituel,
une panne inexpliquée, une sensation étrange ressentie par un employé isolé. Rien de suffisamment tangible pour parler de phénomènes surnaturels, mais suffisamment troublant pour installer une inquiétude diffuse. Le silence qui entoure ces événements joue un rôle essentiel. On ne dramatise pas, on n'en parle pas publiquement, on range les faits dans des rapports techniques, des archives, des notes internes. Mais le silence n'efface pas, il conserve, et ce qui n'est pas dit circule autrement. Dans les couloirs, dans les ateliers, dans les loges, des récits se transmettent. On évoque des zones où l'on préfère ne pas rester seul, des moments où le bâtiment semble réagir, des impressions difficiles à formuler. Ces histoires ne cherchent pas à convaincre, elles ne sont pas racontées pour faire peur, elles sont simplement partagées comme on transmet une mise en garde. L'Opéra Garnier devient alors un lieu où le passé ne disparaît jamais complètement. Il s'accumule, couche après couche, dans les murs, dans les structures, dans la mémoire collective de ceux qui y travaillent. Un lieu où l'accident n'est pas seulement un événement isolé, mais un rappel constant de la fragilité de l'équilibre. Car lorsque la beauté repose sur une mécanique aussi complexe, la moindre défaillance prend une signification disproportionnée. Et dans un tel environnement, il devient facile d'attribuer une intention à ce qui n'est peut-être qu'une succession de causes et d'effets. Mais l'esprit humain fonctionne ainsi. Face à l'inexplicable ou à ce que l'on ne souhaite pas expliquer, il invente des figures, des présences, des récits capables de donner un sens à l'inquiétude. À l'Opéra Garnier, cette inquiétude existe depuis longtemps. Elle est discrète, persistante et profondément liée au silence que le bâtiment conserve. Pour comprendre pourquoi l'Opéra Garnier devient un lieu propice aux récits de fantômes, il faut regarder au-delà de ses murs, car un bâtiment, aussi chargé soit-il, ne crée jamais un mythe à lui seul. Il lui faut un contexte, une époque prête à l'accueillir. Et le 19e siècle l'est plus que toutes les autres. C'est un siècle paradoxal, tiraillé entre deux forces opposées. D'un côté, la science progresse à une vitesse inédite. On classe, on mesure, on explique. La médecine avance, l'ingénierie se perfectionne, la ville moderne prend forme. Mais de l'autre, cette époque est obsédée par ce qui échappe à la raison. Le spiritisme se répand dans les salons. Les séances de table tournante deviennent à la mode. On cherche à communiquer avec les morts, à prouver l'existence d'un monde invisible qui survivrait à la matière. Ce n'est pas une contradiction, c'est une réaction. Plus la science repousse les frontières du connu, plus elle fait apparaître des zones d'ombre. Et ces zones inquiètent. On veut croire que tout ne s'arrête pas avec la mort, que l'invisible existe encore, quelque part, malgré les progrès techniques. Paris est alors un terrain fertile pour ces croyances. La ville change trop vite. Les quartiers disparaissent, les repères se brouillent. Sous les boulevards flambant neufs, on découvre des ossuaires, des catacombes, des couches de passé que l'on aurait préféré oublier. La mort n'est jamais loin, elle est simplement dissimulée. Dans ce contexte, l'Opéra Garnier apparaît comme un condensé de toutes ces tensions. Un lieu de prestige, de lumière, de musique, construit au-dessus de zones obscures, humides et invisibles. Un palais moderne posé sur un passé instable. Il n'est donc pas étonnant que l'imaginaire s'en empare. Il ne manque plus qu'une chose pour que le mythe prenne une forme définitive. Une voix capable de rassembler les rumeurs, les peurs et les fantasmes en un seul récit cohérent. Quelqu'un qui sache transformer l'inquiétude diffuse en histoire. Et cette voix va bientôt se faire entendre. Au début du XXe siècle, l'Opéra Garnier est déjà chargé d'histoire. Des rumeurs, des anecdotes, des silences transmis de génération en génération. Rien de parfaitement structuré, rien d'officiellement reconnu, seulement une accumulation de récits fragmentés, prêts à être saisis. C'est à ce moment précis qu'intervient Gaston Leroux. Journaliste de formation, romancier par instinct, Leroux est un observateur attentif de son époque.
Il s'intéresse aux faits divers, aux zones grises, aux affaires étranges que la raison peine à enfermer dans des cadres stricts. Lorsqu'il se penche sur l'Opéra Garnier, il ne part pas de rien. Il écoute, il collecte, il assemble. Il s'imprègne de l'atmosphère du lieu, de ses contradictions, de son prestige écrasant et de ses recoins oubliés. Il entend parler du lac, des dessous de scène, des accidents, des couloirs où l'on évite de s'attarder. Mais Leroux ne cherche pas à enquêter comme un historien, il cherche à raconter. En 1910, il publie Le fantôme de l'opéra, et à partir de cet instant tout change. Le fantôme devient un personnage. Il a un nom, Éric. Il a une histoire, une souffrance, une intelligence hors norme. Leroux ne crée pas une simple entité surnaturelle. Il crée une figure tragique, profondément humaine et rejetée par la société, condamnée à vivre dans l'ombre d'un monde qui célèbre la beauté tout en excluant la difformité. Le fantôme n'est pas un esprit errant, il est un homme qui connaît l'opéra mieux que quiconque, qui circule librement dans ses entrailles, qui utilise la machinerie, les passages secrets, les illusions. Autrement dit, Leroux transforme le bâtiment lui-même en allié du mythe. Tout ce qui semblait jusqu'alors technique ou anodin devient suspect. Les trappes deviennent des voies de fuite, les couloirs deviennent des repères, et le lac devient un refuge. Le roman rencontre un succès immédiat. Le public est captivé, parce que l'histoire ne repose pas uniquement sur la peur, mais sur une injustice. Le fantôme dérange parce qu'il met en lumière ce que la société préfère ignorer. Et surtout, parce qu'il semble crédible. Leroux joue habilement avec la frontière entre fiction et réalité. Il affirme s'appuyer sur des faits authentiques, évoque des documents, des témoignages, des événements bien réels. Il brouille volontairement les pistes, à tel point que certains lecteurs se demandent si le fantôme n'a pas réellement existé. À partir de là, le mythe s'ancre définitivement dans les murs de l'opéra. Il ne flotte plus, il habite. Le fantôme devient une présence mentale. Il n'est plus nécessaire de le voir, il suffit de savoir qu'il pourrait être là. Et c'est précisément à ce moment que la fiction dépasse son auteur. Car une fois qu'un lieu est associé à une histoire aussi forte, il cesse d'appartenir uniquement à la réalité. Il devient un espace narratif, un décor vivant où chacun projette ses propres peurs et fascinations. Gaston Leroux a offert à l'Opéra Garnier ce qui lui manquait, une figure centrale, capable d'unifier ses tensions, ses silences et ses mystères. Il n'a pas inventé l'ombre, il lui a juste donné une forme. Et depuis, il est devenu impossible de traverser l'opéra sans penser à lui. Même en sachant que tout cela est une histoire, même en se répétant que ce n'est qu'un roman, car certains récits s'accrochent au lieu avec une force particulière, et ils s'y enracinent, ils s'y nourrissent, et parfois ils finissent par paraître plus réels que la réalité elle-même. Aujourd'hui, l'Opéra Garnier est un monument classé, visité par des millions de personnes chaque année. Il est photographié, étudié, restauré, protégé. Tout semble maîtrisé, archivé, expliqué. Et pourtant, le fantôme n'a jamais vraiment quitté les lieux. Il n'est plus une peur, il est une présence culturelle. Les guides évoquent son existence avec un sourire complice. Les visiteurs cherchent les traces, les indices, les passages secrets. Le fameux lac devient un point d'attraction, même si son accès reste strictement contrôlé. Le mythe est désormais assumé. Mais cette normalisation n'a pas fait disparaître les récits, elle les a simplement transformés. Les employés parlent encore à voix basse de sensations étranges, de bruits entendus tard le soir, de zones où l'on se sent observé. Rien de spectaculaire, rien de vérifiable, mais suffisamment récurrent pour maintenir une forme de mystère. Les adaptations du roman ont également joué un rôle majeur. Le fantôme de l'opéra devient une icône mondiale, portée par le théâtre, le cinéma, la comédie musicale.
Son image se détache progressivement du bâtiment réel pour entrer dans l'imaginaire collectif. Mais paradoxalement, plus le fantôme se diffuse, plus il revient à sa source. Car toutes les versions, quelles qu'elles soient, ramènent toujours à l'Opéra Garnier, à ses couloirs, à ses sous-sols, à son architecture démesurée. Le lieu reste indissociable du récit. Cette persistance pose une question simple. Pourquoi ce mythe continue-t-il de fonctionner? Parce qu'il parle de ce que l'on préfère ne pas voir, de ce qui est caché derrière la beauté, de ce que la société repousse dans l'ombre tout en s'en nourrissant. Le fantôme incarne la face invisible du spectacle. Il rappelle que derrière chaque mise en scène parfaite, il existe une machinerie, des sacrifices, des zones d'ombre. Il n'est pas nécessaire de croire à une présence surnaturelle pour ressentir cela. Il suffit de parcourir l'opéra, de s'éloigner des espaces ouverts, de s'approcher des zones interdites. Là où le décor s'efface, là où le bâtiment redevient brut. En ces moments, le fantôme n'est plus un personnage, il devient une idée. Une idée qui persiste même à l'ère des explications rationnelles et des plans détaillés. Parce que certains lieux ne se laissent jamais totalement réduire à des chiffres et à des archives. L'Opéra Garnier continue de fasciner précisément parce qu'il accepte cette ambiguïté. Il ne cherche pas à effacer le mythe, il l'intègre. Et tant que cette part d'ombre est conservée, le fantôme n'a aucune raison de disparaître. Il n'a plus besoin d'apparaître, il suffit qu'on y pense. L'Opéra Garnier est toujours là, immobile en apparence, majestueux, parfaitement intégré au paysage parisien. Il continue d'accueillir des spectacles, des voix, des corps en mouvement. Il remplit sa fonction, il joue son rôle. Et vu de l'extérieur, rien ne semble troubler cette mécanique bien huilée. Mais certains lieux ne se résument jamais à ce qu'ils montrent, car l'Opéra Garnier n'est pas seulement un théâtre, c'est une accumulation de volonté, de contraintes, de silence et de compromis. Un édifice bâti contre un sol instable, traversé par l'eau, soutenu par une machinerie complexe, porté par des hommes dont les noms se sont perdus. Il est le produit d'un siècle qui voulait tout maîtriser sans jamais vraiment y parvenir. Le fantôme, qu'on y croit ou non, est né de cette tension. Il n'est pas apparu par magie, il s'est formé lentement, à la croisée de l'architecture, de l'histoire, de la peur et de l'imaginaire. Il est la réponse humaine à un lieu trop chargé pour rester muet. Aujourd'hui encore, lorsque l'opéra se vide, lorsque les lumières s'éteignent et que les derniers pas résonnent dans les couloirs, le bâtiment retrouve son véritable visage, celui d'un espace immense, silencieux, presque oppressant. Un lieu qui n'a pas besoin de manifester quoi que ce soit pour imposer sa présence. Ce que l'opéra garde, ce ne sont pas des apparitions spectaculaires, ce sont des impressions, des sensations diffuses, un sentiment persistant que tout n'a pas été dit. Et peut-être est-ce là l'essentiel, car un monument qui a tout expliqué, tout montré, tout vidé de son mystère cesse d'être vivant. L'Opéra Garnier, lui, accepte encore ces zones d'ombre. Il les conserve, il les protège presque. Le fantôme n'est plus un être tapi dans les sous-sols, il est devenu une métaphore, celle de ce que nous choisissons de cacher pour que le spectacle puisse continuer. Et tant que l'opéra restera ce qu'il est, un lieu de beauté construit sur des silences, le fantôme aura toujours une raison d'exister. Même s'il ne se manifeste plus, même s'il n'est jamais apparu, il suffit de savoir qu'il pourrait être là.